Mission Parlons Éducation, votre émission qui vous informe de toute l'actualité éducative de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons partager un sujet assez important. Il s'agit de l'éducation positive et inclusive dans les milieux défavorisés. Qu'est-ce que nous appelons les milieux défavorisés? C'est tout simplement les milieux où les personnes n'ont pas accès à certains avantages que d'autres ont dans certains autres milieux. Et pour décortiquer ce sujet sur ces plateaux, nous avons invité Madame Wali Ketia, qui est fondatrice d'Inonge de la Place, faisant beaucoup d'œuvres ici en République démocratique du Congo. Nous allons le découvrir au cours de l'émission. Les sujets que nous allons aborder abordera des points différents tels que l'avantage de la positivité dans l'éducation, l'inclusion pour tous, la technologie, et nous allons commencer par voir les réalités des enfants dans les milieux défavorisés. Madame Wali Ketia, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur ces plateaux de Yousra Télévision. Le plaisir est partagé. Et vous n'êtes pas là pour votre première fois, vous êtes déjà habitué de la maison. Et nous espérons que ce soir, vous allez partager à nos téléspectateurs ce que vous avez préparé pour eux, afin qu'eux aussi deviennent acteurs de l'éducation positive en République démocratique du Congo. Madame Wali Ketia, en entrant en DG, vous êtes la fondatrice et la CEO de l'ONG LCVPA, qui est lutte contre la pauvreté en Afrique. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre organisation et de ce que vous faites au quotidien? L'ONG LCVP en sigle signifie lutte contre les violences et la pauvreté en Afrique. Une ONG panafricaine qui a son siège dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. La définition ou le but de l'ONG n'est pas scientifique, comme on l'entend souvent. C'est plus la guérison de mon histoire ou de mon enfance et la soif d'aider parce que j'ai été inspirée par un prix Nobel, le docteur Mukwege. Et l'ONG a pour but d'aider la réinsertion des personnes en situation précaire dans la société. Voilà. Alors, avec ce que vous faites déjà, vous aidez les personnes dans des situations précaires dans la société, vous inspirant du modèle national que nous appelons Denis Mukwege, le docteur, les réparateurs des femmes. Étant donné que vous avez inséré son nom dans votre présentation, comment est-ce qu'il a été un modèle d'inspiration pour vous chez LCVPA? Il y a très longtemps, étant petite, je suis tombée sur un film, le premier film documentaire, qui était L'homme qui répare les femmes. Et on parlait de ce qui s'est passé à l'est du pays et tout. Et quand je suis tombée sur ce film documentaire, j'avais à peine 9 ans. Et je suis tombée, il y avait le passage d'une petite fille de la même... tranche d'âge que toi. Exactement. Et cette petite fille a eu à marquer mon esprit. Parce qu'elle avait utilisé l'expression tuer ses larmes. Donc elle expliquait sa douleur sans tout offrant avoir cette envie de pleurer. Elle avait bloqué cette émotion-là. Et après, l'image de la petite est restée dans ma tête et je me suis dit, cet homme, il fait beaucoup. J'aimerais bien être un jour à sa place. Et donc, nous pouvons dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez été éduqué au travers de ce que vous avez vu. Et cela vous a inspiré. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de tous les autres enfants qui sont dans les milieux défavorisés. Pendant que vous avez cette expérience, vous étiez dans quel milieu? Pouvez-vous qualifier cela d'un milieu favorisé ou défavorisé selon vous? Vous étiez dans un milieu aisé ou défavorisé? Moi, j'ai pas grandi dans un milieu défavorisé, non plus dans un milieu aisé. On peut dire que on est au milieu. Et quand on est au milieu, ça signifie qu'il y a des hauts et des bas. À un moment, tu as les pieds dans les défavorisés, à un moment, tu as les pieds dans les favorisés. Et cela veut dire que vous avez une bonne définition de ce que c'est qu'un milieu favorisé à un milieu défavorisé. En prenant les contextes de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous pouvez peindre les quotidiens des enfants vivant dans un milieu défavorisé et qui ont une difficulté d'accès à l'éducation? Vous, en tant que promoteur d'Inonge, bien sûr, je précise. Exactement. Je pourrais en parler maintenant parce que au cours de notre service pour les autres, plus pour les Congolais, nous avons eu à faire une étude à travers nos caméras. Nous avons eu à faire un film documentaire pour mettre en lumière ces enfants et ces personnes des milieux défavorisés. Et comme nous sommes plus dans les enfants de milieux défavorisés, ils ont une limite de la vision. Ils se limitent sur ce qu'ils voient. Ils n'ont pas trop cette envie de pousser le bouchon loin ou de rêver ou d'essayer quelque chose de nouveau.
Donc pour eux, c'est soit à ta diplôme, il y a des 6 à Sukiwana, alors qu'indépendant Moussikate, Lukamwa Kop Moroboe, il s'arrête là. Donc nous pouvons comprendre que vivre dans un milieu défavorisé, c'est manquer des visions de vie. Pas pour tout le monde, mais ça joue vraiment sur la vision du développement. Et aujourd'hui, nous parlons de l'éducation positive et inclusive dans les milieux défavorisés. Ce qui veut dire que notre but à la fin de cette émission, c'est que les acteurs qui nous suivent puissent amener cette inclusivité d'éducation chez eux aussi. Nous parlons de la nouvelle technologie et de beaucoup d'autres choses que nous voyons dans notre communauté, existant dans les grandes villes, mais qui chez eux ne sont pas encore arrivées. Alors, parlons de ces enfants. Quels sont les obstacles majeurs que rencontrent les enfants pour aller à l'école dans les zones extrêmement pauvres? Dans les zones extrêmement pauvres, on peut aussi dire les lieux un peu reculés. Nous avons d'abord les problèmes routiers. Okay. Donc souvent, ils n'ont pas des routes asphaltées de ce secteur-là. Si on prend la brousse, ceux qui sont dans Au revoir Kinshasa, ils ont des difficultés pour aller à l'école parce que la route n'est pas favorable et le taux d'insécurité. Ils peuvent sortir à 5 heures pour arriver à 6 heures ou 7 heures à l'école, mais ils peuvent se retrouver avec des embuscades. Et les autres problèmes sont aussi le problème de la famine, parce que un enfant qui ne mange pas bien à la maison ne va pas avoir un mental assise pour apprendre, parce qu'il sera là à l'école, il voit les professeurs écrire, mais lui il voit la nourriture au tableau. Et tout ce que vous venez de dépeindre comme tableau de ce que eux vivent déjà à l'école, ils pensent à se nourrir. Comment pensez-vous que cette pauvreté extrême peut influencer la performance dans les milieux scolaires? Comme je l'ai dit, un enfant affamé n'a point d'oreille. Un enfant affamé, c'est son ventre. Il entend son ventre. Il est fatigué d'abord parce que la faim amène la fatigue. Tu n'as pas mangé il y a 2 jours, ou bien tu dois manger quand tu dois manger une fois par jour. Et la nourriture en question, c'est quand tu arrives à la maison, il faut élever la petite 18h, 19h. C'est compliqué. Et le lendemain, tu es obligé d'aller à l'école sans argent de poche, sans un petit goûter et sans argent de transport. Donc, tu pars à pied, affamé, tu dois faire minimum 7 heures du temps à l'école et tu dois encore rentrer à la maison et tu ne sais même pas ce que tu vas trouver. Exactement. Et là, les performances scolaires, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et les performances scolaires ne seront pas très favorables parce que l'enfant mentalement ne réfléchit pas comme un enfant. Il va se dire, lupango moko boye batonga ka côté. Na me mata ba brique va payer 200 francs. Na somba iloko ya kolia. Il est à l'école, mais il pense à son ventre. Il pense à comment il doit avoir l'argent. Oui. Et parlons des filles mères. Quand nous parlons de l'inclusivité et l'éducation positive, comment pensez-vous que les filles mères peuvent avoir leur place dans les milieux éducatifs? Comme nous sommes en Afrique et nous connaissons tous le regard que la société africaine a sur les filles mères. Étant donné moi-même, je suis l'enfant d'une fille mère et j'ai vraiment vu ma mère souffrir d'un regard opprimé dans la société comme au sein de la famille. C'était vraiment pas facile. À un moment, elle a eu à arrêter les études pour plus s'occuper de moi, parce que souvent les filles mères, on tombe toujours avec des garçons pères. Et ces garçons pères qui n'ont pas des ressources ou bien qui fouillent la responsabilité, au final, elle a toute cette charge-là. Elle doit maintenant se sacrifier tout en restant un enfant, en ayant un enfant. Elle doit apprendre à grandir, à devenir une mère, et la société qui ne favorise pas sa réinsertion dans le milieu scolaire. Et pendant que nous parlons de la fille mère, je pense que ça nous donne une image claire de comprendre le rôle de l'éducation positive et inclusive pour tous. Et vous dites que cette fille mère qui est dans un milieu défavorisé devrait d'abord chercher comment nourrir son enfant et ayant l'éducation qui l'attend d'un côté. Ce qui est vraiment un cas difficile pour elle de gérer les deux. Exactement. Et comment définissez-vous l'éducation positive à ces niveaux? L'éducation positive à ces niveaux, c'est une éducation douce, mais tout en restant dans la fermeté. Exactement. Et l'éducation inclusive, l'inclusivité, comment vous appelez, comment vous expliquez? Bon, c'est une définition similaire parce que l'éducation positive et inclusive, ça inclut la douceur et la fermeté, comme j'ai eu à le dire. Et avec les autres points de développement, nous allons mieux.
Alors, votre organisation prône les valeurs sociales, se basant sur la lutte contre les violences sexuelles. Toute violence, c'est une Oui, violence. toute violence. Alors, les violences et aussi la pauvreté. Exactement. Oui. Allez-y. Déjà, la pauvreté, c'est une violence. Mhm. Oui. Ok. Donc, la pauvreté est une violence. Et la elle pauvreté inclut dedans. est une violence. Étant donné que la pauvreté est une violence, comment pensez-vous que l'éducation positive peut changer les comportements et l'attitude des enfants dans ces milieux de plus en plus difficiles? Je veux juste donner un exemple. Paix à son âme, à Madame Elombe. Ok. Elle a eu à vraiment très très bien définir l'éducation positive et inclusive dans les milieux défavorisés. Mhm. Cette dame a eu à dire lors d'une interview que un enfant vient à l'école, ce n'est pas pour ramener ses problèmes Mhm. de la maison. Ouais. Parce que quand il ramène ses problèmes de la maison, l'enfant n'a pas la capacité de comprendre Ouais. ce qu'il est venu chercher à l'école. Et puis quand il arrive encore dans cette école-là, il retrouve encore un professeur Ouais. dur. Mhm. Un professeur qui leur voit pas comme ses enfants Ouais. et donc qui ne leur éduque pas de la manière la plus pédagogique. Mhm. Donc elle a dit que son rôle à elle, c'était de faire montrer à ces enfants-là de milieux défavorisés que l'école peut aussi être un havre de paix. Et parlant exactement des violences dans les milieux scolaires, vous avez parlé des enseignants qui vont traumatiser les enfants, je peux les dire ainsi. Oui. Il y a les fouets à côté, toutes ces pratiques. Comment pensez-vous qu'elles peuvent être changées dans les milieux éducatifs pour être remplacées par des méthodes douces et positives, comme vous les dites? Bon, on est en Afrique, hein. Nous, notre éducation, c'est quand on aime bien, on châtie. Oui, c'est bien d'un côté et c'est mal d'une autre. Parce que là, c'est un milieu où on est là pour apprendre, pas pour subir. Parce que quand vous nous faisiez subir les choses, il y a d'autres enfants au bêtier une fois, deux fois, on rappelle les sous-pay professeur. Quand un enfant se met dans la tête que ce professeur-là, je l'aime plus, Oui, il est au mat, au kita, tout ce que tu vas mettre dans le tableau là, il va pas comprendre. il va pas comprendre. Voilà. Donc la performance chez les enfants est due aussi aux maltraitances par leurs enseignants. Oui, mais je ne pourrais pas englober Hmm. tous les professeurs dans ça. Ouais. Et je ne pourrais pas aussi omettre les violences que les professeurs subissent aussi dans la société congolaise. Ouais. Je parlerai plus de nos professeurs des écoles de l'État. Ok. Nos professeurs des écoles de l'État sont sous-payés. Mhm. Et quand un père de famille est sous-payé, il a peut-être 5, 6 enfants, il n'arrive même pas à laisser un 2000 francs pour le pain à la maison. Ouais. Vous pensez que vos enfants que vous ramenez, il aura le mental pour leur enseigner pendant que son propre métier est bafoué? C'est vraiment non. La cause, elle est très longue. Donc il y a beaucoup de conditions qu'il faut mettre Exactement. en place pour que l'éducation soit effectivement positive et inclusive Exactement. pour tous. Nous voyons que les enseignants ont aussi besoin d'être inclus dans leur propre éducation. Exactement. Alors, comment vous pensez que l'enfant déjà à l'école qui subit ce genre de situation, les parents à la maison peuvent l'aider malgré la pauvreté et tout ce qui se passe en famille? Comment pensez-vous que les parents peuvent jouer un rôle positif pour amener cet enfant à être excellent dans la société? D'abord, avant de donner une solution à la réponse, le premier problème dans les milieux défavorisés, plus chez les parents, c'est l'éducation toxique. Ok. L'éducation toxique qui inclut la comparaison avec les enfants des autres, Mhm. qui inclut les rabaissements. Dans un enfant, déjà, quand il sait, ouais, c'est comme toi, t'es mon père, je te ramène un 10 sur 10. Bah, maman, le long m'a mis 10 sur 10. Alors, bah, 0 et Zalawa, puis bon, bah, en gros. Maintenant, l'enfant, quand il t'amène quelque chose qu'il a fait de mieux, il était tout content. Il s'attriste. Il dit, même si je fais mieux. Les parents n'apprécient Les pas. parents n'apprécient pas. Hmm. Les parents n'apprécient pas. Ou bien quand on finit nos études, ça devient moi na kingani kutu. C'est vraiment une éducation toxique qui va pas nous faire développer dans cette éducation, cette marge que nous voulons entamer qui est l'éducation positive. Donc, nous trouvons que pour qu'il y ait la positivité et l'inclusion de tous, même les parents sont concernés. Exactement. Et comment pensez-vous que ces parents devraient faire pour motiver son enfant? Là, c'est dans les milieux défavorisés. Voulez-vous dire que dans les milieux aisés, les parents ne se comportent pas comme ça avec leurs enfants? Un autre problématique. Les milieux aisés, le source numéro 1 dans le monde, le problème numéro 1, c'est l'argent. Ok.
Quand une personne est plus assise financièrement, il ne passe pas son temps à tirailler son enfant ou les autres. Mais quand les problèmes financiers augmentent, cette personne devient aigrie. Oui. La société sourit pas, le finance sourit pas, et il reverse son mal-être sur les plus faibles, qui sont les enfants, qui n'ont rien demandé. Oui. Exactement. Donc, dans les milieux aisés, c'est l'argent. Dans les milieux défavorisés, c'est la performance de l'enfant même qu'on remet en question. Exactement. Alors, vous êtes présidente d'une ONG qui lutte contre les violences et la pauvreté. Au sein de votre ONG, quels sont les outils que vous utilisez ou les méthodes que vous utilisez pour redonner l'estime de soi à ces enfants qui vivent ce genre de conditions et à l'école, traumatisés, à la maison, maltraités par les parents? Quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour redonner un sourire à ces enfants, pour aller de l'avant malgré leur situation? Nous utilisons le méthode du dialogue. Nous faisons souvent des conférences avec des enfants, plus des jeunes adolescents, parce qu'ils doivent entamer la période d'adulte. À ces enfants-là, nous prenons le temps de leur écouter, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, ni à l'école, ni à la famille. Ils sont obligés de se taire et de subir. On les écoute, on les encourage. Donc, la solution que nous mettons plus sur la table sur ces problématiques-là est le dialogue. Comme tu as eu à le dire, la ONG lutte contre les violences. Pourquoi les violences et pas une violence en particulier? Tous les types de violences, nous pouvons citer la pauvreté, la maltraitance physique, les insultes et tout, finissent par atteindre un seul point qui est le mental. Le mental, c'est l'être humain. Quand le mental est touché, l'être humain perd sa confiance. Et quand nous avons des enfants qui n'ont pas confiance en soi, nous aurons des adultes qui ne seront pas productifs pour la société. Nous aurons des adultes qui seront incapables de savoir ce qu'ils doivent donner dans la société parce qu'ils n'ont pas confiance en soi. Car leur mental a déjà été détruit. Comment pensez-vous que les autres ONG comme vous pourraient contribuer à cette cause dans la communauté sur cet élan selon la méthode que vous venez d'utiliser? Les ONG locales, je dirais juste, au lieu de chacun faire des projets individuels, nous pourrions aussi avoir une idée de constituer une fédération et faire qu'un seul, parce que au final, nous luttons contre une seule problématique. Et nous voulons tous donner une aide donc, à autrui. Donc, au lieu de faire les choses individuellement, chaque ONG a eu à faire des études par rapport à leur sujet, par rapport aux problématiques dans la République, pas seulement dans la capitale, parce que Kinshasa, la République démocratique du Congo est très vaste. Chaque personne va amener ses problématiques sur la table. Nous serrons les mains. Le mot voilà, une glissement linguistique. Nous nous serrons les mains, nous avançons avec nos problématiques, nous cherchons des solutions. Et voilà. Et ça va aller. Et surtout, vous venez de le mentionner, les ONG sur des problèmes de la communauté pour les résoudre à leur manière. Mais cette fois-ci, nous parlons beaucoup plus de l'éducation. Donc, ces ONG devaient s'intéresser à l'éducation. Et nous voyons, vous avez fait votre sortie dans l'orphelinat Ma Famille. Pouvez-vous nous raconter ce qu'a été votre expérience? Quelle a été la situation des enfants dans cet orphelinat et comment vous avez pu les assister du mieux que vous pouvez sur base de ce que vous avez apporté comme expérience et aussi apport pour détraumatiser ces enfants et les soutenir dans leurs moments difficiles en leur donnant l'espoir d'un avenir meilleur? Avant de répondre, j'aimerais parler à tous les Congolais. Les maisons d'accueil, les familles d'accueil qui, entre parenthèses, sont des orphelinats, pour aller visiter les familles d'accueil, ça ne demande pas seulement d'avoir de l'argent ou bien de dons. Ces enfants aussi ont besoin d'un accueil, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, ils ont besoin aussi d'avoir des visites. La première chose qui m'a marqué, la fois que nous sommes allés à la famille d'accueil, Ma Famille, les enfants étaient contents de nous voir. Ils n'ont même pas vu les cadeaux qu'on a amenés, ils n'ont même pas vu, ils étaient super contents, juste notre présence. Parce qu'ils n'ont pas tout le temps la visite. Les gens se sont inculpés dans la tête que pour aller dans une orphelinat, il faut seulement avoir des vêtements, à manger et tout. Non, non. C'est pas, excusez-moi pour le terme, ce ne sont pas des animaux de foire
qu'on doit aller visiter pour prendre des photos, amener à manger. Non, ce sont des êtres humains qui ont été laissés par certaines familles ou bien par certaines circonstances, qui ont aussi besoin de se sentir vivants. Vivants dans le sens, une visite. Ouais. Ils en ont besoin. Quand je suis arrivée, les premiers points, je réponds à la question. Ouais. Quand je suis arrivée, ce qui m'a marqué le plus, c'est que la moitié des enfants, adolescents qui est dans cette maison d'accueil ont une éducation. Okay. Ils savent écrire, ils savent bien parler la langue de Molière. Ouais. Et ça m'avait vraiment touchée. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, chers Congolais, Madame Waliketia vient de vous dire le message concernant les personnes vivant dans les milieux défavorisés. Pour certains d'entre nous, nous pouvons prendre l'exemple de ces orphelinats. Pour certains qui s'en sortent mieux et pour certains qui ont besoin d'aide. Nous avons réalisé notre reportage au sein de l'orphelinat Ma Famille. Nous avons récolté leurs avis, nous avons vu ce qui se passe, comment ils se débrouillent du mieux qu'ils peuvent pour éduquer leurs enfants. Alors, avant de chuter avec notre émission, pour vous donner les outils que nous aurons à utiliser pour l'éducation inclusive, nous vous laissons suivre ces reportages réalisés par Malaika Media au sein de l'orphelinat Ma Famille. Au cœur de la ville de Kinshasa se trouve le centre d'encadrement pour enfants appelé Ma Famille, situé dans la commune de Galiema, quartier Bumba, dans la localité Sangamamba. Cet orphelinat est l'œuvre sociale de Osé Bopeto, prédicateur et éducateur social, partageant aux enfants le bonheur selon son expérience de vie, comme il les raconte à notre micro. Suivons-le. Moi, c'est Bopeto Osé, orphanotrophe de l'orphelinat Ma Famille. Et, je ne suis pas orphelin. Mon père et ma mère sont vivants. J'ai passé une vie loin de mes parents et vivre dans la souffrance aux côtés de ceux qui vivent dans la rue et en comprenant la souffrance des orphelins et à ceux qui vivent dans la rue au moment où moi j'avais mes parents. Et c'est ce qui m'a poussé à créer l'orphelinat Ma Famille. Avec son message de soutien pour les activités des enfants, Monsieur de donner l'assistant éducatif du centre nous donne les détails sur ces activités effectuées au centre Ma Famille. Nous faisons des activités psychosociales. Nous avons les vidéoforums, les activités ludiques, les causeries éducatives, les activités sportives. Nous avons différents jeux. Mais en dehors de ça, il y a bien d'autres activités que nous organisons aussi, comme l'art plastique, décoration et consorts. Ici, les enfants ne reçoivent pas seulement l'éducation dans les animations, mais sont aussi envoyés dans les milieux scolaires avec l'assistance de M. Osé Bopeto, promoteur de l'orphelinat. Nous avons le complexe scolaire qui est juste à côté et un centre de santé qui est là, qui a accepté dans un premier temps pour recevoir nos enfants, pour leur scolarité et pour leurs soins médicaux. C'est aussi dans cette même mesure que nous tendons la main pour tout partenaire qui vient nous sponsoriser, a dit M. Dieudonné. Voilà notre main tendue pour vous tous qui voulez venir nous porter main forte ou apporter votre pierre à cet édifice. Vous êtes les bienvenus. Pour renforcer ces messages, les promoteurs de l'orphelinat, M. Osé Bopeto, rappellent les défis auxquels l'orphelinat fait face. Nous avons besoin de matériel parce que nous avons pas mal de projets ici qui ne demandent que des financements. Nous avons besoin d'un espace pour accueillir les enfants parce que nous sommes locataires, non loin de l'orphelinat, dans quelques 2 mètres ici. Nous sommes menacés par l'érosion. Alors, on n'a pas de moyens pour déplacer les enfants. Alors, nous avons besoin de vous pour que les enfants puissent bénéficier d'un cadre meilleur pour les activités. Pour preuve de l'encadrement au sein de l'orphelinat Ma Famille, certains enfants nous ont prêté leur attention afin de nous partager l'expérience vécue au quotidien avec M. Osé Bopeto. Ici, il y a le lien d'éducation, vraiment, nous donne des éducations. L'éducation commence à la maison, à l'école et à l'église. Mais ici, on est bien encadré. Chez Papa Osé Bopeto, je m'exprime en français. C'est-à-dire pas que nous, les Balingala, la français.
Visitée par Malaika Media, l'information qui éclaire l'avenir congolais, Madame Pamela Bamouicho a donné un message d'encouragement à ses enfants qui est celui de l'amour en leur précisant que l'amour permet que nous puissions construire et faire mieux à l'avenir. Bolingo ezali eloko malamu pona biso. Papa Ozende asangisi biso katina ma famille. Biso tozali média oyo toye kotala bino pona kotala oyo bozali. Pe prochainement tokosuka kaka awa te tokoya lisusu na makambo mususu. Est-ce que vous avez retenu? Bolingo eza 13 ans. Bolingana les uns les autres. Boyinana te, bosimbanaka tango mususu azoyoka bien te, yo otendre ye loboko. Tango moninga azangi ya kolia osali nini? Opesi. Est-ce que tokangi yango bobosa na bolingo te? Yango nde objectif ya ma famille. Toyoki bokoki ko acclamer pour na bino moko. Une ambiance de joie est partagée au sein de l'orphelinat Ma Famille, les sourires, les embrassades, les cris de joie. C'est ainsi que nous mettons fin à ces reportages réalisés par Pamela Bamouicho et Dieudonné Kapajika de Malaika Media. Bye. Bye. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi, l'orphelinat Ma Famille fait de son mieux pour que les enfants soient dans des bonnes conditions et nous estimons que tout Congolais peut faire de même afin que les enfants puissent avoir de meilleures conditions d'éducation. Madame Waliketia est présidente de l'ONG LCVPA, lutte contre les violences et la pauvreté en Afrique. Elle collabore avec différents acteurs au sein de la communauté congolaise et vous qui nous suivez à la maison, parents, vous-même élèves, enseignants et tout acteur dans la communauté, aujourd'hui elle vous partagera sur comment vous pouvez contribuer à faire en sorte que l'éducation soit positive en République démocratique du Congo et inclusive dans tous les milieux, surtout les milieux défavorisés dont nous parlons ce soir. Madame Waliketia, de retour sur ces plateaux, nous espérons que vous avez beaucoup attendu à partager avec la communauté tout entière. Vous le faites par démobilisation des milieux en milieu. Et aujourd'hui, vous êtes devant une caméra pour devoir sensibiliser la communauté congolaise. Comment pensez-vous que chacun à son niveau pourra apporter une pierre à l'édifice pour devoir inclure tous les enfants de le milieu éducatif? Nous avons parlé des filles mères, nous avons parlé de ces enfants qui pensent à la nourriture pendant qu'ils sont à l'école. Et nous vous laissons donner un message à ces enfants eux-mêmes, aux parents, aux responsables de la communauté, même aux enseignants. Comment pensez-vous qu'un enfant peut être en mesure d'échanger son milieu pour les rendre positifs et inclusifs pour ses camarades, afin de mieux bénéficier de leur éducation? Je dirais comme ceci. Premièrement, je lancerai un message aux parents d'être plus indulgents et moins dans l'éducation toxique. Dans l'éducation toxique, je parle des comparaisons, des rabaissements que les parents peuvent faire sous l'effet de la colère ou bien des problèmes qui font face dans la société. D'arrêter de comparer les enfants, de leur rabaisser et de leur aider à aller de l'avant et pas à leur garder dans ce cercle vicieux. Pour les professeurs, nous connaissons les problématiques que vous avez, plus les professeurs dans l'école de l'État, le problème de salaire qui leur pousse peut-être à pas très bien exercer leur métier. Ils ont cet amour-là, cette passion de transmettre leur savoir, mais la société ne leur permet pas de garder cette envie-là. Ils sont en train de bafouer leur métier. Oui, les professeurs, nous connaissons votre problème, mais quand même, vous pouvez au moins imiter une personne qui a eu à laisser une trace très, très intéressante avant de partir rejoindre le père, Madame Elombe. Donc, si presque tous les professeurs, on ne vous demande pas de danser comme elle, non. Mais si les professeurs amenaient un peu leur joie de vivre, montrent aux enfants que étudier n'était pas un fardeau, mais c'était pour leur rendre meilleurs dans la société. Et éviter de déverser la frustration sur les enfants, frapper ou bien rabaisser ou bien se moquer. Vous êtes pédagogue, vous êtes même le mieux placé pour comprendre la psychologie des enfants. Et pour nos chefs de l'État,
Je leur dirais simplement une seule chose. Nous avons déjà eu à faire beaucoup d'études. Il y a des vidéos qui passent, il y a des films documentaires qui passent, qui montrent l'état de nos écoles de l'État, dans certains milieux défavorisés ou des milieux très reculés. De faire un geste, d'aller voir ces écoles-là, la réhabilitation, comme vous êtes déjà en train de faire même la réhabilitation de routes. Pensez aussi à faire la réhabilitation des écoles de l'État. Les toilettes, les sanitaires des enfants ne sont pas vraiment très hygiéniques pour eux. Les bancs insuffisants. Il y a certaines écoles, même les enfants, ils s'assoient par terre. Il y a d'autres écoles, il faut qu'ils s'assoient à 4 dans le banc. C'est compliqué. Et à revoir aussi les salaires des professeurs, de nos enseignants, pour qu'ils puissent au mieux transmettre leur savoir. Voilà. Alors, nous sommes à l'ère du numérique, et à l'ère du numérique, tout va à une grande vitesse, et la République démocratique du Congo est en train de s'aligner sur les outils de la nouvelle technologie afin de propager son éducation. Comment pensez-vous que notre République pourrait concilier technologie et numérique pour arriver à toucher les enfants qui vivent dans des milieux défavorisés? Le monde de demain, c'est un monde qui sera dans l'intelligence artificielle. Donc les métiers, il y a beaucoup de métiers qui sont en risque de disparaître ou bien d'être remplacés par l'intelligence artificielle, ou déjà actuellement est déjà en train d'être remplacés. Que nos méthodes éducatives qui sont toujours de l'ancienne méthode éducative, donc peut changer. Oui, c'est compliqué d'amener les ordinateurs pour toutes les écoles, mais je pense avec tous les partenaires que nous avons, la MONUSCO, l'ONU et même Save the Children, que des ONG internationales que nous avons ici comme siège ici à Kinshasa, et ils sont aussi en partenariat avec nous. Nous pouvons aussi leur intéresser, parce que ces enfants-là, ils peuvent pas rester sous le sous-développement, tandis que le monde demain sera un monde de l'intelligence artificielle. Et nous sommes à l'ère du numérique où tout le monde a un compte sur un réseau social quelconque. Comment pensez-vous que les médias peuvent aussi contribuer dans cette éducation positive et inclusive? Nous avons de la musique de tous côtés, de la danse dans chaque réseau, des scandales qui sont partagés de tous côtés. Comment pensez-vous que l'enfant, dans un milieu défavorisé qui a accès à peine à ces réseaux, peut rester dans la ligne de l'éducation qui va lui aider dans les jours à venir? Les médias et les réseaux sociaux actuellement, c'est le phare de la communication. Le phare de la communication, au centre de la communication. Et pour les médias et ceux qui ont les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez continuer à mettre en lumière les problématiques sur les milieux défavorisés, la manière dont ces enfants dans ces milieux-là étudient ou sont opprimés. De continuer à aller faire des descendre sur les terrains, filmer, mettre sur Internet, parce que aujourd'hui 100% des personnes passent la majorité de leur temps sur le téléphone que sur la télé. Donc, d'utiliser les réseaux sociaux et nos médias pour mettre en lumière ces enfants-là. Ne pensez-vous pas que les choix des contenus par les ministères du numérique seraient utiles pour l'éducation des personnes en République démocratique du Congo? Le choix sera vraiment utile, parce que si les choix deviennent plus en lumière par rapport aux problématiques que nous vivons, pas seulement dans l'éducation, pas seulement dans le domaine de défavoriser les orphelinats et d'autres, mais mettre plus en lumière tous les types de problématiques que nous, Congolais, que nos enfants sont en train de subir. Alors, comment pensez-vous que les ONG, vous ONG qui êtes toujours sur terrain, les médias sont toujours sur terrain, pouvez travailler ensemble pour arriver à résoudre ces problèmes d'éducation dans différents milieux? Parce que nous lançons toujours les cris d'alerte à l'État, alors que la communauté tout entière peut contribuer au travers de vous ONG qui existez, afin d'aller aider ces écoles qui sont défavorisées. Comment pensez-vous que les médias et les ONG peuvent travailler en concert afin de pouvoir résoudre cette situation? Comme j'ai eu à le dire au préambule de l'émission, les médias locaux et les ONG locales aussi, nous pouvons nous concertiser pour faire une fédération, pour travailler ensemble, plus individuellement, vu que chaque média, chaque ONG a déjà les problématiques entre leurs mains. On va étaler les problématiques, chercher des solutions ensemble, parce qu'on dit l'union fait la force.
Parlons des violences dans les milieux éducatifs. Comment pensez-vous que les écoles peuvent réduire les violences dans leurs écoles? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles méthodes peuvent être mises en place? Actions concrètes qui peuvent être menées par n'importe quel acteur afin que les écoles réduisent les taux de violence? Pour que les écoles réduisent les taux de violence, comme j'ai encore eu à le dire au préambule, enlever d'abord la frustration des professeurs, qui leur frustration est basée sur leur salaire, la manière dont on leur paye. Et quand on change ça, un professeur bien payé, c'est un professeur qui transmet la joie. Même si Madame Elombe nous a montré quelque chose de différent, ça montre aussi que même si un professeur n'est pas bien payé, il peut quand même transmettre l'envie à l'enfant de venir à l'école. Il y aura même, grâce à cette dame, je pense même qu'il y avait des enfants qui n'avaient même plus envie de fuir l'école. Ils pouvaient même fuir la maison pour l'école. Et en parlant des enfants, comment motivez-vous un enfant qui, d'un jour à l'autre, il décide d'abandonner ses études pendant que les parents, dans cette économie qui est si faible et dans ces conditions-là, se sacrifient jour et nuit afin de lui offrir une éducation de qualité? Les enfants, nous jugeons beaucoup plus quand nous voyons les enfants dans la rue, les koulouna. Attends-moi, non, comment koulouna et tout, non. Souvent, les parents, comme j'ai eu à le dire au préambule, l'éducation toxique. Les rabaissements, à l'école aussi, les rabaissements, l'enfant ne se sent pas à sa place. Il ne sait pas quoi donner. Et il décide de se rebeller. Parce qu'un enfant est une personne qui s'importe à n'importe quelle influence. Car l'éducation, c'est l'influence des adultes qui se fait sur un non-adulte. Quand l'influence est trop toxique, l'enfant se rebelle. Et quand dans cette rébellion-là, il voudra prouver, se démarquer, chercher l'attention. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'enfants, balabala. Il y a aussi d'autres problématiques cachées qui poussent aussi aux enfants de sortir, mais souvent les problématiques, ce sont les comportements toxiques de certains parents. Alors, vous êtes promoteur d'une ONG ici sur la ville de Kinshasa et vous vous étendez partout dans le quartier du Congo. Comment pensez-vous que la communauté peut vous tendre main forte pour les actions que vous êtes en train de mener? Et quelles sont ces actions concrètes que vous êtes en train de mener sur terrain pour lesquelles vous pouvez inspirer quelqu'un, de même que le docteur Denis vous a inspiré à créer votre organisation? Racontez-nous votre expérience, des expérimentations faites sur terrain en République démocratique du Congo. Nous avons eu à faire 1 an sur terrain. L'ONG LCVP a fait 1 an sur terrain. Nous avons eu à faire l'étude du milieu, à comprendre notre combat. D'où aujourd'hui, s'il y a des acteurs, des donateurs qui viendront face à nous, nous avons les problématiques à mettre sur la table et nous avons déjà eu à mettre des solutions. Nous avons eu à faire pour les enfants qui subissent ou qui ont eu à subir des violences mentales. Nous avons eu à mettre des conférences de dialogue. Pour les femmes violentées dans leur mariage, nous avons eu à leur inclure aussi dans le film documentaire. Et s'il y a des avocats qui voudront plaider leur cause, parce qu'il y a 5 femmes que nous avons pris sur nos ailes, qui sont au Kankokolo. Oui, elles ont eu à parler de leurs problématiques et nous avons eu à faire des dons, nous avons eu à apporter de la joie, parce que les dons, c'est pas seulement le matériel, c'est le sourire que nous pouvons dessiner sur le visage des gens. Et nous comprenons que votre ONG travaille beaucoup plus avec des experts qui vont sur terrain. Avez-vous besoin des bénévoles dans votre organisation, des personnes qui se portent volontaires pour mettre à la place leur expertise au service de la communauté? Oui, les portes sont grandement ouvertes. Nous avons besoin des bénévoles, même si le matériel, il n'y en a pas. La présence, comme je le dis, la présence fait toute la différence. Et quelles sont les actions à venir que l'ONG LCVPA est en train d'organiser pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, comme j'ai eu à dire, c'était une année où nous devrions comprendre. L'année 2026, je précise. L'année 2026. L'année 2025, c'était notre année d'études, de comprendre. Et là, maintenant, nous avons déjà eu nos problématiques. L'année 2026, nous avons mis sur table les problématiques des femmes qui subissent des violences matrimoniales, domestiques, des violences domestiques. Nous avons aussi mis sur la table les problématiques sur les enfants, les violences qui mettent
les enfants à se réduire à des êtres qui n'ont pas leur place. Okay. Et voilà, ce sont les problématiques que nous avons mises sur la table pour l'année 2020. Et au travers de ces médias aujourd'hui, comment pensez-vous que le ministère de l'Éducation peut sensibiliser son action, l'étendre au travers des ONG existantes dans la République, afin de pouvoir toucher toutes ces personnes dans les milieux défavorisés? Parce que en tant qu'acteur, je dirais au ministère de l'Éducation de faire plus un geste plus favorable aux professeurs. Et aussi, comme nous sommes là, nous avons eu à voir déjà les problématiques de certaines écoles dans les milieux défavorisés, les manques d'infrastructures, et nous pourrions amener les problématiques sur la table et travailler main dans la main avec le ministère de l'Éducation pour trouver des solutions à chaque problématique dans les milieux scolaires. Alors, Madame Waliketia, nous sommes en train de conclure notre émission. Quel est ce message que vous envoyez à ces enfants qui vivent des conditions difficiles au quotidien? Vous n'avez pas été dans un milieu défavorisé, vous n'avez pas non plus été dans un milieu extrêmement aisé, mais vous avez été inspiré par celui qui réparait des femmes dans un milieu que nous appellerons défavorisé. Quel est ce message que vous lancez à ces enfants afin de ne jamais abandonner, peu importe leur situation et leurs conditions, et devenir des cadres pour la République de demain? Je dirais à ces enfants de jamais abandonner, de pas rester à terre, qui seront les meilleurs soldats, parce que les plus grands hommes sont ceux qui ont eu à être blessés, mais qui ont toujours eu à avoir la force de se relever. Difficile, c'est vraiment difficile, c'est que vous subissez, mais il faut avoir le mental pour. Parce qu'un leader, c'est pas celui qui a toujours vu la vie en rose. Un leader, c'est celui qui sait compter ses nombres d'échecs, mais qui sait quand même se défendre dans sa réussite, parce qu'il connaît la difficulté. Alors, ces enfants sont des leaders de demain, et nous avons parlé des filles mères également, qui, elles, le ministère de l'Éducation a voté une loi selon laquelle elles pouvaient être à l'école, mais cette loi qui est controversée par notre communauté. Que pensez-vous d'eux et quel est le message que vous les envoyez à eux aussi, particulièrement dans leur catégorie? À tous les filles mères, c'est vraiment difficile d'être une maman et une enfant. Oui, vous allez être opprimé, vous allez être harcelé. Là, mettez-vous dans la tête que ça ne sera pas facile. Parce que c'est une loi qui a été votée et la société est contre. Oui, vous avez une faveur, mais la faveur n'est pas une manne qui tombe du ciel. Donc, accrochez-vous. Ne permettez pas à ces personnes-là de dire voilà, on avait raison, ils vont influencer les autres, parce que j'entends dire les échos qui disent que ce qu'on met un orange pourri, là où il y a les oranges frais, il fait pourrir le reste. Non. Ces enfants-là ont leur histoire. Ils ont leur histoire de comment ils sont arrivés à devenir des filles mères. Ce n'est pas parce qu'ils na âge à que ils n'ont plus de futur que Vina Bango et Baby. Il n'y a aucune vie qui est atteinte parce que tu as une grossesse. La grossesse, c'est le début, c'est la renaissance. De la naissance de vos enfants, faites-vous femme, faites-vous mère, faites-vous forte. Et montrez à la société que la ministre de l'Éducation avait raison de vous réinsérer dans le milieu scolaire. Alors, vous êtes réinséré dans le milieu scolaire. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission du jour qui a traité de la thématique de l'éducation positive et inclusive en République démocratique du Congo, surtout dans les milieux défavorisés. Nous avions notre invitée, Madame Waliketia, qui est présidente de l'ONG LCVPA, qui est la lutte contre les violences et la pauvreté en Afrique. Elle a partagé son expérience d'apport des méthodes qu'elle a utilisées dans différents lieux afin de détraumatiser les enfants qui ont subi des violences. Et elle a aussi partagé comment la communauté peut s'unir afin de s'élever comme un seul homme et permettre à toute personne en RDC de vivre une éducation dans son milieu. Nous saluons toutes les décisions qui sont prises par le ministère de l'Éducation afin de permettre cette inclusion de toute personne en République démocratique du Congo dans son éducation. Et nous demandons à tous et à toutes de rester branchés sur notre canal Yousra Télévision pour être informés dans nos prochains numéros. Bonne soirée chez vous.